Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où cette fois nous allons réfléchir un petit peu sur l'Europe, ses valeurs, son déclin peut-être aussi, avec le professeur David Engels qui vient de publier ce livre, ce manifeste je dirais, Que faire ? Vivre avec le déclin de l'Europe, paru aux éditions Blue Tiger Media. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous avez été pendant de nombreuses années professeur à l'Université libre de Bruxelles et aujourd'hui vous travaillez à Poznan dans un centre de recherche où vous travaillez justement sur le déclin de l'Europe. Qu'est-ce qui fait qu'un académique choisit de travailler sur un thème comme celui-là ? J'avoue que ça m'a toujours fasciné, la théorie des cycles culturels, civilisationnels. J'avais beaucoup travaillé notamment sur les œuvres de Spengler, de Toynbee, qui déjà, une centaine d'années, prévoyaient un certain déclin de la culture européenne et qu'il mettait en parallèle avec aussi le déclin d'autres grandes civilisations. Donc ça a été un peu l'une de mes grandes motivations pour faire des études d'histoire. Et puis, j'ai toujours été très sensible aussi au monde qui m'entoure, qui nous entoure, et la perception de se dire que par rapport à d'autres époques, nous vivons actuellement une époque pas seulement de transformation, de transition, mais vraiment de déclin civilisationnel m'a toujours fortement accompagné. Donc dès lors, j'étais très content de pouvoir me recentrer aussi en Pologne vraiment sur ce sujet qui m'est particulièrement cher. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot déclin, justement ? C'est évidemment très difficile de parler en tant qu'historien de déclin parce qu'on a très rapidement aussi l'association d'une décadence morale, par exemple. Et donc moi, je lutte toujours contre la tentation aussi de tomber un peu dans le rôle du moraliste. Mais je crois que le mot déclin se justifie assez bien par rapport un peu à toutes les institutions qui, pendant des siècles, ont défini notre culture européenne. Que ce soit, par exemple, pour commencer avec le plus important, la chrétienté, qui a été longtemps équivalent, synonyme de ce que cela représentait d'être européen et qui aujourd'hui est mise à mal partout, que ce soit la famille traditionnelle, qui elle aussi a un passé centenaire, qui aujourd'hui est assez subitement finalement mise en cause, que ce soit aussi certains concepts d'entraide solidaire entre voisins, dans un cadre urbain ou villageois, par exemple, où aujourd'hui on a plus ces communautés solidaires, mais plutôt un monde individualisé, atomisé. Vous pouvez vraiment prendre à la limite tous les aspects qui définissaient l'Europe et la culture européenne dans son ensemble. On voit partout une certaine transition, un certain déclin de ce qui, pendant des siècles, était la vision standard, finalement, de cette société. Ce déclin, il était annoncé. Est-ce que depuis 2 siècles, 3 siècles, on vous dit tiens, voilà, on sent qu'il y a un mouvement qui est en train de se vivre, ou bien vous avez le sentiment que ça s'est fortement intensifié ces dernières décennies ? Il y a évidemment les premières traces ou les premiers indicateurs d'un certain déclin se manifestent déjà depuis quelques siècles, si on le veut. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué aussi des historiens ou des philosophes, notamment au XIXe siècle, pensons qu'à Nietzsche, par exemple, qui ont été fortement marqués par cette impression de déclin civilisationnel. Spengler, qui a écrit une centaine d'années. Donc, il y a une certaine perception de ce déclin, une perception qui, à mon avis, était aussi juste, parce que ce n'est pas parce qu'à chaque génération, on parle d'un déclin par rapport à certaines valeurs que c'est toujours vrai ou véritable, comme le disait déjà Machiavel. Je crois que les signes d'un véritable déclin de ce que l'Europe, l'Occident ont représenté jadis sont là depuis un certain temps, mais se manifeste, à mon avis, de manière de plus en plus accrue les dernières décennies. Je trouve qu'il y a eu un phénomène d'accélération, si on veut, qu'on peut aussi quantifier très bien en prenant en compte, par exemple, à la fois l'aspect religieux, social, familial, même politique, et donc certains aspects de déclin qui étaient déjà là depuis un certain temps, maintenant, depuis, à mon avis, peut-être une vingtaine, trentaine d'années, s'accélèrent beaucoup et frappe d'ailleurs beaucoup de nos contemporains d'une manière à ce que parler aujourd'hui du déclin de notre civilisation, c'est presque courir contre des portes déjà ouvertes, tellement c'est devenu une évidence, notamment en comparant aussi ce qu'est devenu l'Europe aujourd'hui avec la montée, par exemple, de la Chine. Vous avez le sentiment que ce mouvement, on ne pourra plus l'arrêter ?
Je crois, oui. Évidemment, j'avoue que je suis un partisan de la théorie selon laquelle toutes les grandes civilisations humaines dans l'histoire ont eu un déroulement ou un développement analogue, parallèle, et donc forcément, à chaque fois, on voit des signes d'épuisement, puis d'une certaine fin, non pas d'une fin catastrophique, mais au moins d'un certain estompement de la force créatrice dynamique des différentes civilisations qui tout doucement sont soumis à une certaine forme de sclérose, de stagnation. Et donc, oui, je crois aussi, en effet, que la civilisation européenne, elle est vouée à terme à ce destin-là. Alors, on n'y est pas encore directement, actuellement, mais on est relativement près de cette phase-là. J'avais d'ailleurs tenté un peu dans mon dernier, ou dans l'un de mes derniers livres, qui s'appelait justement Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, de mettre en avant ces parallèles, de montrer ce que je craignais le plus pour notre avenir proche, c'est-à-dire que l'immense masse de dynamite sociale, culturelle, ethnique, économique qui est en train de s'amasser partout va, tôt ou tard, à mon avis, dans les prochaines années, trouver une forme d'explosion qui va inaugurer une phase pas nécessairement de guerre civile, mais en tout cas de désordre civil dont les vestes jaunes en France ne sont que le premier début. Et à la fin, on aura en effet, à mon avis, le début d'une phase finale, si on peut dire, de la culture européenne, phase probablement de régime semi-autoritaire qui sera le seul à pouvoir encore vaguement stabiliser ce qui reste actuellement de notre civilisation. Ce n'est pas très optimiste, si je vous entends. Ce n'est pas très optimiste. Malheureusement, je préférerais pouvoir dire aussi, de donner un autre message. Malheureusement, je crois, sur base de tous les indices que j'essaye de mettre aussi en avant dans mes différentes interventions et publications, d'être aussi réaliste que possible. Parce que, bon, il ne faut pas se leurrer non plus. Chaque civilisation, de mon point de vue, est mortelle, d'un certain point de vue, comme nous tous d'ailleurs. Donc ce n'est que normal. Et autant que je crois qu'il serait très mauvais de nous mentir sur notre propre âge. Par exemple, si on atteint un certain stade de vieillesse, je crois qu'il n'est que sage de se rendre compte de sa propre finitude et de savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, où nous pouvons encore mettre notre énergie d'une manière adaptée à ce que nous sommes et à notre environnement, et avec laquelle on peut encore faire des immenses choses. Pensez à Bruckner qui a commencé bien au-delà des 50 ans de composer ses premières symphonies. Donc l'âge n'est pas nécessairement un signe d'une fin totale, mais pour chaque civilisation, je crois que là aussi, si nous nous rendons compte de la réalité, de ce qui nous est possible, de ce qui nous est impossible aussi, nous pouvons au moins façonner ces décennies, ces siècles qui peuvent encore nous rester en tant que civilisation d'une manière, disons, adéquate et ne pas courir véritablement dans le désastre par méconnaissance de cause. D'après vous, l'Union européenne, qui était vécue un peu comme un progrès, comme un événement heureux dans le cadre de cette pacification de l'Europe, est-ce qu'elle participe aussi à ce déclin, d'après vous, de la civilisation aujourd'hui ? Oui, très certainement. Alors, je dois dire que moi, personnellement, je suis un grand admirateur de l'idée européenne, de l'idée d'une nécessaire unification des différents pays européens qui maintenant sont confrontés à tellement et à tant de conflits, de problèmes à l'extérieur. Pensez au monde musulman, pensez à l'explosion démographique de l'Afrique, pensez à la montée de la Chine, par exemple, pensez à la Russie, qu'on a difficilement aussi de positionner sur l'échiquier politique actuel, que l'unification européenne, elle est absolument nécessaire. Malheureusement, le problème, c'est que cette Union européenne qui, au début, si on pense à Robert Schuman, par exemple, encore dans ses gènes une certaine volonté de s'identifier avec une démocratie chrétienne, a de plus en plus perdu ces racines-là, s'est mué au fur et à mesure du temps vers un projet purement économique, purement institutionnel, qui bénéficie largement à une petite élite à la fois politique et économique, pas aux larges masses.
efficace, et puis surtout qui souscrit tellement entièrement aux valeurs politiquement correctes qu'elle favorise, je dirais, toute une série de mesures, d'évolutions politiques que je vois avec vraiment beaucoup de peur. Que ce soit le culte presque du multiculturalisme, que ce soit l'accueil presque illimité des mouvements migratoires venant d'Afrique, que ce soit le support inconditionnel aux réclamations des diverses minorités, que ce soit des minorités sexuelles, culturelles, religieuses ou autres. On voit partout que l'Union européenne ne semble pas œuvrer pour stabiliser et renforcer cette solide moyenne qui a toujours défini notre civilisation, donc la classe moyenne des familles plus ou moins normales ou traditionnelles, si on veut, avec un ancrage traditionnel dans le christianisme, mais bénéficie essentiellement à des forces périphériques qui, justement, risquent de noyer cette identité première de l'Union européenne. Et donc, je suis assez sceptique par rapport au bien fondé de la direction actuelle que prend cette Union européenne, et je rêverais vraiment à une réorientation de l'Union européenne vers un peu plus de sentiments de loyauté et de fierté par rapport à notre propre culture européenne. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité écrire ce manifeste ? Ces livres remontent déjà finalement à quelques années, et puis c'était plutôt un fruit de mon cheminement personnel, suite aussi aux impressions liées à mon livre précédent, Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, qui m'avait tellement confronté aussi en tant qu'individu à ce diagnostic de déclin et de crise civilisationnelle que je devais aussi me positionner en tant qu'individu. Ce déclin civilisationnel n'est pas quelque chose que j'ai ressenti ou que je ressentirais comme quelque chose d'étranger à moi-même, mais quelque chose qui m'affecte toujours dans la vie de tous les jours, qui affecte ma vie de famille, mon épouse, mes enfants, et je devais définir moi-même comment faire pour vivre avec ça sans ni se lancer dans un genre de défaitisme qui accepte cette transition civilisationnelle, ni dans un genre de dépression. Et donc j'ai vraiment réfléchi pendant longtemps aux différents aspects de la vie de tous les jours qui sont affectés justement par ces différentes facettes d'un déclin civilisationnel, en réfléchissant justement comment, en tant qu'individu, en tant qu'être privé, comment pouvons-nous nous positionner face à ce destin, vivre avec lui et évidemment surtout défendre les valeurs propres à notre civilisation pour les léguer à nos enfants, pour ne pas laisser sombrer cette culture européenne avec nous dans une disparition qui s'annonce déjà de plus en plus visiblement d'un point de vue historique. Alors, quelles sont ces valeurs ? Parce qu'on parle souvent de ces valeurs européennes. Pour vous, comme académique, qu'est-ce que vous diriez ? Quelles sont les valeurs aujourd'hui, qu'on peut dire, elles sont des valeurs qui sont liées à notre continent, l'Europe ? Je dirais que ces valeurs comportent plusieurs aspects. D'un côté, il y a, ne le nions pas, il y a évidemment ce qu'on appelle les valeurs européennes, c'est-à-dire les droits universels qui ont été développés partiellement du moins dans la culture européenne, qui aujourd'hui sont presque devenus une possession globale et caractérisent désormais plus nécessairement l'Europe, mais par exemple aussi la Corée du Sud ou le Japon en tant que valeur. Donc ça, c'est une première couche à laquelle, évidemment, moi, tout comme chaque homme civilisé, je souscris. En dessous de ça, ou plutôt parallèle à ça, il y a aussi ce que j'appellerais nos valeurs historiques. C'est évidemment une certaine loyauté par rapport à notre passé, une volonté de ne pas se transformer en un être purement atomisé, individualisé, qui pense qu'entre lui et l'humanité, il n'y ait plus rien d'autre, mais qui veut s'ancrer dans une certaine perception de la famille traditionnelle, typiquement européenne, à l'image de la famille, par exemple, dans le monde musulman ou chinois, est bien différente de la nôtre, qui veut s'enraciner aussi dans un certain système de croyances, essentiellement le christianisme qui a été pendant des siècles et des siècles synonyme de l'identité européenne et qui, même si on refuse le christianisme, fait quand même toujours partie intégrale des mouvements rationalistes ou des mouvements
du XVIIIe siècle et des Lumières. Donc là aussi, une attitude positive, constructive par rapport à cet héritage, cette essence chrétienne fait à mon avis partie intégrante aussi de ces valeurs. Et puis il y a, mais ça c'est évidemment très, très diffus et s'approche peut-être plutôt de l'aspect psychologique que purement historique, il y a cette âme, cet esprit européen inimitable qui pousse l'Européen en bien tout comme en mal à vouloir se dépasser, ce plus ultra, hein, cet esprit faustien, comme on a parfois dit, qui veut que l'Européen, il veut toujours atteindre à ce qui n'est pas joignable, cette soif de transcendance et qui est, je crois, inimitable, qu'on ne trouve pas dans d'autres civilisations qui ont évidemment d'autres valeurs, d'autres essences spirituelles qui les caractérisent à eux. Et donc, moi, je parle d'une défense des valeurs européennes et du fait de souscrire à ces valeurs, de vouloir les léguer, je pense, à ces différentes facettes identitaires qui ne se résument justement pas seulement aux droits universels. Quand il y a eu le refus d'inscrire les valeurs chrétiennes dans la Constitution européenne, comment se fait-il que si peu d'académiques aient réagi pour dire « mais attendez, regardez l'histoire ». Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu, voilà, c'était un mouvement politique, mais qu'il n'y a pas eu plus de réaction du monde académique pour dire, mais attendez, regardez un petit peu la réalité. Il faut dire que l'époque où le monde académique était encore véritablement une force révolutionnaire qui pouvait défendre les valeurs européennes ou pousser de l'avant notre évolution, elle a révolu depuis longtemps. Il se fait malheureusement que le système universitaire tel qu'il est aujourd'hui, qui dépend si largement du monde économique et qui dépend aussi si largement d'une véritable disproportion entre le cadre disponible et les places disponible à pousser le monde académique vers un certain opportunisme politiquement correct déjà depuis quelques décennies, c'est évident. Et puis il faut dire aussi que depuis l'évolution de mai 68, il y a eu, je dirais, une certaine mise ou une certaine, assimilation du monde académique par des forces de gauche, des forces libérales, pas nécessairement acquis aux valeurs conservatrices, mais plutôt à ce qu'on appelle progressiste, même si je trouve que ce mot est très, très mal choisi. Et ça est certainement une raison pour laquelle il n'y a pas eu une résistance, même s'il faut dire que le monde académique, là, actuellement, de toute façon, il résiste à plus ou moins rien du tout. Bon, il y a eu aussi un mouvement qui a voulu défendre ces valeurs chrétiennes, mais je crois que même là, on est tombé dans le piège de croire que face à ce conflit entre une volonté d'inscrire les valeurs chrétiennes et le passé chrétien dans la Constitution et ceux d'inscrire plutôt les valeurs laïques de l'athéisme, des Lumières, etc., dans cette même Constitution, le fait de dire, bon, alors on laisse tomber les deux, finalement, et on ne parle même pas de ces valeurs historiques, n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu croire, un véritable compromis, c'est finalement une victoire du côté non chrétien, justement, qui est beaucoup plus ancré dans une certaine culture de l'empirique, du rationnel, du matériel, qui justement ne se veut pas, et ancré dans l'histoire, mais se projeter dans un futur utopiste à son image. Et donc le fait de volontairement laisser tomber l'ancrage historique de l'Union européenne et de ne pas le mentionner dans la Constitution a été très clairement une victoire justement de ces forces anti-conservatistes. Je crois que c'est un piège dans lequel aussi les forces chrétiennes sont tombées, de croire que ça a été un compromis alors que ça a été une défaite sur toute la ligne. Dans votre manifeste ici, donc je rappelle Que faire, vivre avec le déclin de l'Europe, vous abordez différentes thématiques et puis vous proposez chaque fois un peu des pistes, des chemins. Là, on n'est plus dans le monde académique comme tel. Absolument, absolument. C'est un ouvrage qui est vraiment purement personnel, mais qui, je crois, en même temps, pourrait intéresser beaucoup de personnes, parce que j'ai été souvent confronté lors des conférences aussi relatives à mon livre Le déclin, que les personnes, durant la conférence, après, m'abordaient en disant « c'est bien beau tout ça », et
partage largement votre impression d'un certain déclin civilisationnel, mais que faire littéralement? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'individus confrontés à cette déchéance? Comment est-ce que nous pouvons la vivre au jour du jour? Comment est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on peut encore mettre des enfants au monde? Comment est-ce qu'il faut les éduquer face à cette évolution-là? Comment gérer le travail quotidien? Faut-il encore obéir finalement aux autorités? Faut-il obéir à un État qui se fait aussi l'apôtre de cette déconstruction? Et donc toutes ces questions-là m'ont touché évidemment très fortement aussi, d'autant plus que je suis père de famille, et donc rien que pour moi-même, j'ai essayé de systématiser, c'est peut-être le propre de l'académique de nouveau, ces différents problèmes, et de formuler certaines réponses à toute une série de questions, où justement le but était de dépasser le défaitisme qu'on voit très souvent chez les conservateurs, le fait de croire que tout est perdu, ou en tout cas de se calfeutrer dans un certain déclinisme et de dire, ben voilà, le cadre est en effet incite à beaucoup de pessimisme, mais nous devons bien vivre, nous devons bien défendre ce qui reste de cette culture, donc que faire dans toutes les différentes étapes de notre existence? Et donc j'ai compilé un peu ces différents points en essayant de donner quelques pistes aux individus, et ne serait-ce que pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, et les seuls à se poser cette question-là, que d'autres sont avec eux, et qu'il s'agit d'œuvrer, de lutter, de construire toute une nouvelle société, peut-être parallèle, qui ne sera plus jamais la société majoritaire en Europe, mais au moins pour défendre aussi longtemps que possible cette identité européenne. Et ces pistes-là, effectivement, qui sont aussi une invitation à ne pas tomber dans le défaitisme et dans le pessimisme. C'est vraiment pour dire, voilà, écoutez, la vie, au travers de ce que l'on traverse aujourd'hui, il y a des pistes possibles pour un bien vivre, voire même pour un mieux vivre. Peut-être. Bon, je reste forcément très pessimiste. Bon, évidemment, on ne va pas vers un déclin ou une catastrophe européenne à feu et à sang. Ce déclin que j'entrevois va être un déclin au long terme, à la fin duquel on aura peut-être une situation comme vers la fin de l'Empire romain, où on a donc une culture antique qui est encore défendue, ou en tout cas véhiculée par une certaine élite païenne. J'imagine qu'en Europe, dans quelques siècles, ça ira un peu dans ce sens-là, que même dans notre continent, il n'y aura plus que très peu d'Européens qui eux-mêmes voudront véritablement défendre cet héritage, mais que au moins c'est leur but, tout comme le nôtre, d'essayer de nous projeter aussi longtemps dans le futur et de préserver cet héritage qui sait, un jour, tout comme le paganisme a influencé très fortement le christianisme, pourra, qui sait, donner un nouveau relan un jour à ce qui caractérise notre civilisation. Je crois qu'il est vraiment essentiel d'être réaliste, et même dans le pessimisme, de savoir qu'il y a toujours une certaine marge de manœuvre, et que justement une perception réaliste et même pessimiste fait partie de notre devoir. Se voiler la face par un optimisme politiquement correct un peu illusoire semble beaucoup plus dangereux pour moi que de voir les choses telles qu'elles sont, de se préparer au pire et d'être peut-être agréablement surpris que l'inverse. Professeur David Engels, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer par notre studio. Je rappelle votre livre « Que faire? Vivre avec le déclin de l'Europe » paru aux émissions Blue Tiger Media. Merci à vous. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.